Bon, ça y est, on peut commencer. Alors tout d'abord, je veux dire à tout le monde bonsoir. Et c'est notre deuxième cours sur les cours sur tous les problèmes relationnels qu'on va trouver. Donc on a parlé la dernière fois, pour ceux qui se branchent la première fois, il y a le cours sur YouTube enregistré. Si vous tapez soirée riche et inspirante avec David Athias, vous allez arriver à la vidéo. Et bon, ce qu'on fait ici, on va se vraiment lancer à essayer d'entrer encore plus profond dans tout ce qui est les problèmes relationnels qu'on peut avoir, que c'est entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les éducateurs et les élèves. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va commencer à approfondir. Je vais faire chaque fois une petite marche en arrière, juste pour reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Je voudrais dire merci à des nombreux messages que j'ai reçus depuis le dernier cours, ils ont parlé des choses magnifiques, vraiment magnifiques. Et je vois que simplement, aujourd'hui, on a besoin de comprendre des choses claires, simples. Et comme j'ai dit la dernière fois, le but de ce cours, c'est pas de faire des choses compliquées, mais entrer dans les racines, de comprendre les contextes, les concepts, et de voir quelles sont les clés qui pourraient nous aider à établir des meilleures relations avec nous-mêmes et avec les autres. Donc encore une fois, merci beaucoup pour vos réponses. Et vraiment, j'ai eu des messages extraordinaires écrits par mail, par WhatsApp et par les messages vocaux. Et si Dieu veut qu'on va vraiment arriver à monter une conscience qu'aujourd'hui, je pense, manque énormément dans le monde. Et encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Ce sont des choses qu'on a entendues ici, on a entendues là-bas, mais on n'a jamais su comment les mettre ensemble. Peut-être, pas tous. Il y a des gens qui ont fait aussi un travail personnel et un travail dans la recherche, où ils ont compris ces choses-là, mais peut-être ce n'est pas assez exposé dans le monde général. Bon. Ce qu'on a dit la dernière fois, on a parlé des bases de toute relation. Donc, on a parlé des intentions, des engagements. Et on a dit qu'il faut qu'il y ait un alignement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se mettent dans les mêmes fréquences avec la vérité intérieure. Et la dernière fois, le dernier cours, on a ouvert qu'est-ce que ça veut dire vraiment une vérité intérieure. Et ce qui est écrit ici, c'est vraiment pas une paraphrase, parce que ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que le mot cliché est vraiment un mot que je ne supporte pas et je m'enfuis des clichés. Et je crois que à cause de ces phrases qu'on répète tellement beaucoup, qui perdent de valeur et perdent d'essence, nous-mêmes on se perd, on entend, on les répète aussi aux autres, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a dit qu'ici, qu'est-ce qu'on est vraiment dans notre vérité intérieure, et ce qu'on est vraiment capable d'accomplir, c'est ça qui va nous permettre à découvrir
cette vérité intérieure. Là, je vais entrer déjà dans un autre, encore une fois, ce que j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas un maître de PowerPoint et j'essaie de faire des choses au plus simple, même que c'est sympa, on peut jouer avec le programme, il a plein de petits trucs qu'il peut faire, il peut sauter des lettres et des mots et c'est cool. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi ce qu'on appelle le préalable avant d'affronter une relation. En fait, c'est pas seulement avant d'affronter, mais c'est peut-être, j'aurais dû plutôt écrire, c'est pour affronter une relation. Parce que si ce préalable n'est pas fait avant d'affronter des relations, et quand je parle relations, je vais être très clair ici, je parle de toutes les relations, ça peut être des jeunes avec des amis, des copains, ou des amis avec ses copines, ou ça peut être les parents avec les enfants, et ça peut aussi être beaucoup les enfants avec les parents. Et aujourd'hui, vous savez que les jeunes, quand je parle d'enfants, bien sûr, je parle plus des jeunes de l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui commencent à entrer dans une turbulence de la vie parce qu'ils se rendent compte que la vie est très complexe. Et comme on a parlé la dernière fois que l'amour pour soi, on a parlé de la notion de Ve'ahavta l'reacha kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, et que le commandement que tu vas aimer ton prochain, c'est vraiment un commandement, parce que la personne qui ne sait pas aimer, si vous voulez, il ne sait pas connecter avec les autres, il va avoir difficile à se connecter à soi-même. Et s'il ne se connecte pas à soi-même, il ne peut pas connecter aux autres. Donc, pour pouvoir commencer une telle relation, il faut d'abord qu'on apprend, et ça aussi, encore une fois, ce qui est écrit sur l'écran, ça va avoir l'air d'un cliché. Apprendre à s'écouter, se connaître, à se comprendre, pour pouvoir vraiment se connecter à l'autrui, à quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est la base de Ve'ahavta l'reacha kamocha, comme toi-même, que tu vas pouvoir aimer les autres, comment? Comme soi-même. Et quand on parle de s'écouter soi-même, on va trouver beaucoup de problèmes. Pourquoi des problèmes? Parce que, d'abord, la question, pourquoi on ne s'écoute pas? C'est quoi la raison que les gens ne veulent pas s'écouter? Parce qu'on risque, quand on écoute nos pensées et nos réflexions, d'entendre des choses qui sont négatives. Et là, nous allons nous mettre au contact avec nos émotions qui sont désagréables. Et ces émotions désagréables vont créer une image qui n'est pas bien de nous-mêmes. Et notre mental, parce que c'est notre système instinctif, et n'oubliez pas que notre pensée consciente, elle est vraiment une petite fraction de tout le cerveau. Tout le cerveau fonctionne, mais notre pensée, une dispute, est-ce que c'est 2%, 4, 5%? C'est pas beaucoup, c'est vraiment une petite fraction. Mais l'inconscient, là se trouve la vraie personne que vous ne connaissez pas, parce que l'inconscient, d'abord, il a deux choses. Un, il ne reconnaît pas le temps. Dans la mémoire inconsciente, la naissance c'est aujourd'hui, il y a 20 ans c'est aujourd'hui, tout est ici et maintenant. La deuxième chose de l'inconscient, c'est qu'il est tellement vite, il travaille un peu moins que la vitesse de la lumière, mais il est très très vite parce qu'on parle ici des lumières de neurones qui vont aller trop vite. Et peut-être c'est pour ça qu'en français, on va dire le mot ressenti, réaction,
et pas sentier et action. Donc, quand je parle de notre mental, il va réagir à ce que nos ressentiments, ce que nos inconscients, ce que notre système instinctif va nous commander de sentir. Donc, notre mental ne va pas supporter de se regarder dans un miroir imaginaire pour voir quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui est négatif. Et celui-ci, c'est un grand problème. Parce que ça va créer un phénomène que nous tous souffrons de ce phénomène et que vous sachiez qu'aujourd'hui, ça s'appelle un désordre. Encore un peu, je vais vous dire de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas un désordre. C'est une fonction que Hachem nous a donnée parce que c'est la fonction qui nous permet de se brancher à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, pas avec les êtres humains de la même façon. Et parce que nous, on va perdre l'essence, le Icar, on va se perdre et on va commencer à utiliser les notions là où il ne faut pas. Donc, une des choses qu'on va commencer à faire automatiquement, au lieu de s'écouter, c'est qu'on va commencer à se connecter aux autres. On va essayer de sauter une étape de cette écoute, de cette connaissance de soi, de cette compréhension de soi. Et on va essayer, au lieu de ça, on va le mettre du côté, se brancher, comment se connecter aux autres. Donc, on va commencer un système de plaire aux autres. Parce qu'on va voir déjà comme des enfants que quand les parents, on leur fait quelque chose de bien et qu'on se comporte comme il faut, les parents sourient. Et comme les parents ils sourient vers nous, donc on va commencer à plaire aux parents. Et on va commencer à écouter les besoins des parents. Et doucement, on va commencer à perdre à écouter nos propres besoins. Donc, on entre dans un système d'échange. Je te donne la douceur, comme ça tu me rends la douceur qu'en fait j'ai cherché dès le départ. Au lieu de venir demander pour la douceur, je parle comme si j'étais un enfant, ça se voit, je vais essayer de manipuler les parents, donc je vais écouter leurs besoins. Donc si je sais que, par exemple, ma mère, si elle est en train de préparer pour Shabbat et que je viens, imaginons j'ai 4 ans, et je dis « Maman, je peux t'aider ?» Et maman, elle dit « Ah, mon tzaddik, qu'est-ce que c'est bien que tu veux m'aider. Ah, yofi. » Donc, il reçoit la douceur. Et maman va lui dire de faire une bêtise qu'il va faire. Mais l'enfant, dans son inconscient, il fait des calculs. Il programme son cerveau. Il va se dire, ah, tu vois, quand tu fais le plaisir aux autres, les autres vont te faire du bien. Et pas seulement qu'ils vont te faire du bien, ils vont te donner une valeur plus élevée que tu l'avais avant de faire le plaisir. Donc, on commence un système de plaire aux autres. Et là, on va tomber dans un danger dans lequel je veux parler aujourd'hui, c'est la codépendance. Parce que la codépendance, elle est importante, ne faites pas des fautes. Et il ne faut pas enlever la codépendance. Parce qu'on a besoin d'être avec Kadosh Baruch Hu. On a besoin de se sentir codépendant de Hachem,
Donc cette fonction, elle est importante avec Hachem. Maintenant, vous savez très bien que les enfants, ils vont confondre Kadosh Baruch Hu, Dieu, avec les parents. C'est écrit, Shlosha Shutafim l'Adam, il y a 3 partenaires à l'homme, et il y a 3 Gemarot qui vont énumérer dans un ordre, et ils vont dire Aviv, Imo, et Kadosh Baruch Hu. Ils vont dire c'est le père, la mère, et après Kadosh Baruch Hu. Dans une 4e Gemara, c'est écrit Kadosh Baruch Hu, le père et la mère. Et c'est comme si pourquoi le Hachem, il est mis le dernier. Hachem aurait dû être dans la première place. D'abord, je veux dire Hachem, et après, je veux dire papa, et après, je veux dire maman. Donc, le problème ici, c'est quoi? C'est que l'enfant, en fait, il ne peut pas savoir ce que c'est Hachem. Nous-mêmes, on ne sait pas ce que Hachem. Les maîtres de la Kabbalah, ils nous disent qu'il y a un endroit où les sages peuvent y arriver, et de là, on ne peut plus parler. Donc, là-bas, on ne va pas dire Yud Kevavke, parce que Yud Kevavke, ce n'est pas le nom de Hachem, c'est la fonction de Hachem. C'est en fait une anhaga, c'est comment Hachem il se comporte avec nous. C'est comme si je dis docteur, c'est une fonction, c'est comment cette personne va se comporter avec moi. Mais si je parle de ce que nous on appelle Dieu, c'est déité, on va arriver à un point où on ne peut plus rien dire, alors on va l'appeler Hamatzil, celui qui a créé, ou Baal HaRatzon, celui qui a eu la volonté. Pourquoi? Parce qu'avec sa volonté, il a créé le monde, donc lui c'est le maître de cette volonté, de ce Ratzon, Ratzon Atov. Alors d'où nous on peut avoir des relations avec Kadosh Baruch Hu, c'est à travers nos parents. C'est parce que pour un enfant de 1 an, quand il va se mettre à côté de ses parents et qu'il va regarder son père ou sa mère en haut, qu'est-ce qu'il va voir? Un géant qui est 5 fois sa taille. Donc la mère ou le père, ils vont être des géants de 2-3 étages par rapport à lui. Et c'est pour ça que toutes les nations du monde, quand ils vont imaginer une déité, que c'est la Vodazara, que c'est pas la... Ils vont toujours imaginer quelque chose de grand. Hachem, il est grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire grand? Je ne sais pas. Personne ne l'a vu. Mais il est grand de la... Ce qu'il a créé, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il a, Hachem? Je ne sais pas. On n'a pas de vocabulaire. Mais par contre, pour un enfant, ce qui est grand, c'est les parents. Et c'est pour ça, une autre chose, que Hachem il se trouve en haut. Même que nous, on sait très bien que Hachem il se trouve partout, dans chaque espace. C'est un des noms de l'espace en hébreu, on dit Makom. Et dit, Hachem, il est le Makom du monde. Et lui, c'est tout. Il remplit tout. Et pourtant, vous aurez vu quelqu'un dans une station de bus qui regarde du côté en bas et dit, écoute, Hachem, j'ai des problèmes. Alors, vous aurez dit, ah, celui-là, il a un petit problème avec soi-même. Mais par contre, s'il regarde en haut et il saute, alors ça, c'est un chassid, déjà, il a tout compris. Il croit en Hachem. Mais en fait, Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce que c'est. Mais cette ressource dans notre cerveau, dans notre mémoire, qui va nourrir notre conscient, c'est les parents. Et c'est pour ça, c'est Chavit Imo et Kadosh Baruch Hu. Parce que pour un enfant, celui qui le nourrit, c'est papa et maman. Celui qui l'habille, c'est papa et maman. Quand il est malade, il va aller chez papa et maman. Quand il n'est pas bien, il va aller chez papa et maman. Donc, un enfant, papa et maman égale Dieu. Et Baruch Hashem, quand on va apprendre plus tard dans les shivot, dans les séminaires, qu'est-ce que c'est Hashem et tout ça, là, on va commencer à faire la transition vers Kadosh Baruch. Donc, la codépendance, elle est très importante parce que on a besoin de cette codépendance pour avoir le lien avec Hachem. Mais avec les êtres humains, cette codépendance, elle peut être catastrophique,
Je dis vraiment catastrophique parce que ces codépendances, elles peuvent blesser. Je crois, je peux aller jusqu'au point où ça peut tuer une personne. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est une codépendance, il faut voir de quoi cette codépendance elle est créée. Alors, voici la chose. La codépendance, tout d'abord, c'est un besoin qu'on a en nous d'être nécessaire pour quelqu'un. C'est une sensation qu'on est les seuls et uniques capables de trouver la solution pour les autres. Et que tout dépend de nous. Et en fait, ce qui est derrière ce besoin d'être en besoin, si je peux dire comme ça, c'est la peur que si on ne peut pas résoudre les problèmes des autres, alors les autres, ils vont nous quitter, ils vont plus vouloir être avec nous. Et ça, c'est un aspect de codépendance, et je peux vous dire que je le vois énormément dans les relations, surtout des couples, où il va y avoir un des couples qui va jouer le Saint-Bernard, essayer d'aider l'autre pour que l'autre y comprenne le besoin qu'il ne pourrait pas vivre sans le premier qui est en codépendance. Maintenant ici, je veux faire une marche que n'est pas existante dans les livres de psychologie. Et encore une fois, c'est des choses que j'ai acquis en travaillant sur moi, mais surtout avec l'expérience de la vie et l'expérience des traitements, de ce que je vois sur le terrain. La codépendance, elle peut mettre une personne dans une position dominante. Et la codépendance est quelque chose qui peut mettre la personne dans une position subdominante. C'est un jeu de rôle, comme on a parlé la dernière fois, si vous vous rappelez, qu'il y a ceux qui jouent les rôles des pères, il y a ceux qui jouent les rôles des rabbins, des éducateurs. On joue des rôles. Et en fait, ces rôles sont liés aux codépendances. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont ce problème de codépendance. Et c'est grave, parce que je vous montrerai comment le dominant va se comporter dans les codépendances et comment le subdominant va se comporter dans la codépendance. Alors, cette peur de ne pas pouvoir résoudre les problèmes des autres, parce qu'ils ont peur d'être quittés. Donc, ceux qui sont subdominants, dès qu'on a un ami, je parle pour les jeunes, ou le chidour, ou le conjoint, que c'est la femme ou l'homme, je crois qu'on est tous également une partie de cette codépendance. Ceux qui sont en subdominance, je vais commencer par la subdominance, ils vont être toujours dans la peur et ils ne vont pas regarder est-ce que pour eux-mêmes, est-ce qu'eux, ils ont besoin, ils vont là être pour tous les besoins des autres. Et même que l'autre, il n'a pas demandé de l'aide, il va venir tout de suite résoudre les problèmes pour faire comprendre l'autre, imaginons que l'autre conjoint ou ami, ou le chidour, il est codépendant dominant, qui va prendre ça et va comprendre que le subdominant, il est dépendant, il a peur d'être quitté, il va abuser à fond cette codépendance de subdominance. Donc, les dominants, ils vont avoir
une sorte de comportement qui ressemble énormément à des gens qui sont des pervers narcissiques. Et la vérité, je me demande si un pervers narcissique n'est pas la même chose. Il faut comprendre que la codépendance vient toujours de l'enfance. Et pourquoi je parle encore une fois de la codépendance? C'est parce que la codépendance va nous empêcher l'écoute de soi. Donc, c'est pour ça, c'est important de comprendre la codépendance, parce qu'elle fonctionne partout. La racine de la codépendance, c'est l'enfance. La codépendance, d'abord, c'est une sorte de dépendance comme une drogue, comme une sexualité. Et en général, la codépendance, c'est des gens qui ont un problème à l'intérieur, une tendance à être accro à quelque chose. Il y a des gens qui sont en codépendance avec leur travail, qui vont travailler du matin au soir. Je connais des rabbinim, et je ne parle pas de la Kedusha des rabbinim, parce que j'adhère énormément à la sagesse de nos maîtres d'aujourd'hui, mais il y a certains qui vont devenir des esclaves d'un travail et ils vont mettre toute la maison en péril. Pourquoi? Parce que l'important, c'est le public. L'important, c'est les autres. L'important, c'est aider au Ham Israël. Et leur propre maison, ils sont en train de s'écrouler et ses propres enfants, ils sont en train de tomber dans des problèmes émotionnels, dans des problèmes d'apprentissage. Une fois, je me rappelle qu'il y avait une rabbinite qui est venue me voir avec 3 enfants, ici en Israël. Je parle ici il y a une dizaine d'années. Le père, c'était un grand darshan, quelqu'un très connu, et il partait de la maison à 6h30 pour prier. Après la tfila, il venait manger, il disparaissait. Il revenait le soir, 9h du soir. Et les enfants, ils n'ont pas vu les parents, le père. Maintenant, j'ai dit à la mère, mais les enfants, ils tombent, il y a un problème. Ils sont tous complètement bloqués. Et la rabbinite, elle m'a dit, mon mari, c'est un homme public. Donc lui, c'est important qu'il soit là où il est, parce que lui, il fait Kiddush Hashem. Je me rappelle toujours dans la Torah, quand Hashem il demande à Abraham, il demande où est Sarah. Et Abraham il dit, elle est dans la tente. Pourquoi il lui demande la question où est Sarah? Parce qu'il voulait voir est-ce que lui, il sait ce qui se passe avec sa femme. C'est extraordinaire de voir comment les hommes, avant, ils ne quittaient pas leur maison. Ou les femmes, elles étaient peut-être assez fortes de pouvoir prendre le travail de la maison. Mais aujourd'hui, la codépendance, elle peut être aussi le travail. Et quand j'ai parlé avec le père, une conversation qui n'était pas aussi sympathique, mais gentille quand même, parce que c'était respectueux, où je dis au père, tu es en train de sauver le Ham Israël, tu es en train de sauver le monde entier, mais ta propre maison, elle est en train de s'écrouler. Et je lui posais une question, qu'est-ce que tu vas dire à Kadesh Baruch Hu un jour? J'ai sauvé le monde, et Kadesh Baruch Hu va te demander, et tes enfants? Bon, il y avait une réaction d'abord turbulente, mais il s'est calmé, il a compris, et je ne sais pas, mais je crois, dans ce que j'ai vu après à entendre de la famille de ce Rav, qu'il a introduit des choses où il rentrait à la maison l'après-midi, il faisait les devoirs, il sortait avec les enfants. Et d'après moi, parce que bien sûr, je ne les ai pas vus après, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, mais ce n'était pas une vérité méchante, c'était une vérité pour aider cette famille. Dans la codépendance,
Elle peut être avec un travail, où les gens sont prêts à se déchirer pour les autres, mais quand ça vient soi-même, moi je n'existe plus, je suis annulé, je ne suis même pas là. Bon, c'est très bien, devant Kadosh Baruch Hu, il faut s'annuler à 100%, mais devant les autres, on a besoin aussi de nourrir. C'est comme une tzedaka. Si je n'ai pas gagné d'argent, comment je vais donner la tzedaka? Si je donne la tzedaka alors que je ne gagne pas d'argent, je suis en train de gaspiller l'argent. Si je gagne l'argent, je ne donne pas la tzedaka, alors je suis un kamtsan. Donc je suis quelqu'un qui ne veut pas donner. Mais si je ne me donne pas, comment je vais donner aux autres? Donc il faut qu'il y ait un échange en permanence entre moi et les autres. Donc je dois apprendre à m'écouter et je dois d'abord comprendre quelque chose par rapport à moi pour pouvoir donner quelque chose aux autres. Donc ici, la codépendance, elle va bloquer complètement cet hémisphère et on va commencer à jouer des choses dangereuses. Donc on part. La deuxième chose, c'est que les codépendants, ils vont avoir difficile de dire non. Et pourquoi ils vont avoir difficile de dire non? Parce qu'on va donner trop d'efforts à une relation. Je vois beaucoup de jeunes filles des séminaires qui venaient qui venaient pour des problèmes relationnels, que sa meilleure copine, elle ne veut plus lui parler. Elle est partie et la fille, elle tombe dans une déprime. Et en fait, là-dedans, elle ne va même pas savoir pourquoi elle est en déprime, mais elle va savoir que le problème qui est, j'essaie de raccourcir les idées, que si je dis non, elle a eu peur avec sa copine, elle était d'accord dans tout ce que sa copine l'a demandé, parce qu'elle a cru que si elle dit non, l'autre va la quitter. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, les codépendants, c'est que parce qu'on ne dit pas non, et parce qu'on ne met pas les barrières, on a toutes les chances de se faire quitter par nos amis. Parce que les amis, ils vont être saoulés par ceux qui sont toujours d'accord et pas vrais par rapport à eux-mêmes. Et ça, c'est un grand problème parce que dans les problèmes des couples, on va retrouver le même problème où un des couples, un conjoint, doit dire « je ne suis pas d'accord avec cette notion » et que l'autre, maintenant, qui entend, il va entrer dans un stress de codépendance, et surtout s'il est subdominant, ça veut dire qu'il est faible, il va changer les rhétoriques, il va changer son être pour être comme l'autre, il voudrait le voir. Et il va dire, ah bah oui, tu as raison, oh là là, qu'est-ce que c'est vrai ce que tu dis. Il va commencer à chanter la chanson de l'autre, alors qu'en effet, il n'est pas vraiment d'accord avec ça. Et là, le codépendant qui est en excès, qui est fort, qui est dominant, s'il voit que son conjoint, c'est un codépendant, voit inconsciemment, bien sûr, mais il va sentir que l'autre, il est faible, il va se mettre tout de suite à utiliser cette clé pour obtenir que l'autre doit être exactement comme je dis. Et s'il n'est pas d'accord, je veux commencer à lui faire un chantage, je veux lui faire peur, je te quitterai si tu n'es pas d'accord avec ce que je pense. La suivante chose qui va être ici, c'est les douleurs émotionnelles ou les blessures qu'on va subir en nous quand les autres ne voient pas ce qu'on est en train de faire pour eux. Et ça, c'est un grand danger ici. Et ça, vous allez voir que quand il y a un codépendant subdominant qui va se trouver avec quelqu'un qui est fort, et encore une fois, qui va faire tout pour aider, pour être nécessaire et en besoin de l'autre, et l'autre, il va
abuser le faible, et quand il va vouloir, il va l'écraser, et il va faire tout possible pour que l'autre il soit à son besoin. Mais ça va être utilisé. Maintenant, si la personne forte elle est en équilibre, il ne va pas avoir de problème de codépendance. Il va dire, écoute, moi je ne suis pas d'accord. Ça me saoule d'être avec quelqu'un qui est en permanence en train de dire oui, 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 juste pour me faire plaisir. Au revoir. Et de jour au lendemain, ils coupent, ils disparaissent. Que c'est des amis, que c'est un chidour, que c'est un mariage, et ils partent. Et l'autre, quand il va venir se plaindre à un rave après, il va dire, mais j'ai tout donné, j'ai donné mon âme, il n'y a rien qui est apprécié, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as pas vu tout ce que j'ai donné pour toi. Ça, c'est les subdominants en danger. Et c'est tellement puissant, cette douleur émotionnelle, qu'elle va prendre une personne, elle va l'entrer dans une déprime, et de la déprime dans les angoisses, et ça peut aller jusqu'aux crises cardiaques. Ce sont des douleurs émotionnelles parce que la personne va se sentir que sa vie ne sert absolument à rien parce qu'il a tout donné, et regarde comment ils réagissent avec moi. De l'autre côté, ici, il va y avoir un jeu de l'écodépendance, un jeu de contrôle. Parce que le contrôle, c'est le subdominant, c'est une interdiction d'entrer dans les conflits avec l'autre. Dès qu'il y a un problème, oui, t'en fais pas, on s'arrange, je viens à ta rencontre, j'accepte tout. Encore une fois, comme on a vu dès le départ, parce qu'il y a une peur de perdre sa place, une relation, peur de perdre son terrain, peur de perdre sa valeur, alors il ne faut pas entrer dans les conflits. Même que ce que l'autre il va dire est complètement au contraire de la personne, il va mettre un contrôle là-dedans. Donc les codépendants, ils vont avoir un truc, c'est qu'ils vont se mettre en accord avec chaque chose de l'autre. Et que vous sachiez, il y a des parents qui font la même chose avec leurs enfants, parce qu'ils ont peur de perdre ses enfants, et ça c'est un cas je vois énormément avec les gens qui sont divorcés, et parce que les parents ils essaient de gagner un l'autre, et ils vont essayer de convaincre l'enfant que lui il est le tzaddik et que l'autre c'est pas un tzaddik. Et en fait ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de détruire un enfant, et que vous sachiez une chose, il n'y a pas un enfant qui a souffert vraiment à cause d'un divorce. Ce n'est pas le divorce qui fait souffrir un enfant. Ce qui fait souffrir un enfant, c'est tout ce que les parents y font dans le divorce. C'est ça la souffrance, la seule. Si l'enfant il voit que les parents sont en amour avec l'enfant, et qui sont respectueux un de l'autre, et qui sont respectueux avec l'enfant ne va pas sentir du tout ces difficultés. Au début, il va avoir une période pour s'ajuster, mais l'enfant va très vite comprendre qu'il n'a pas perdu ni papa ni maman, donc lui, il ne s'est pas divorcé. C'est les parents qui se sont divorcés. Tous les traumatismes des divorces, c'est toujours comment les parents, ils partent parce qu'ils utilisent les enfants comme des psychologues personnels, et ils vont détruire les enfants pour sauver leur propre image. Et ça, c'est une parenthèse pour ceux, Chas v'Shalom, si je parle des gens qui vont voir ce cours en ligne, pas des gens qui sont ici, Baruch Hashem, Kulam Tzadikim, Kulam Teorim, mais que vous sachiez
que l'enfant, il souffre, pas parce qu'il y a un divorce, c'est parce que les parents, ils se tabassent à travers les enfants. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez vous tabasser, trouvez un espace entre vous deux, vous faites ce que vous voulez. Il y a les avocats, il y a tout ce qu'il faut. Mais devant les enfants, jouez, soyez le rôle de père, soyez le rôle de mère, et votre enfant, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas un psychologue pour écouter, ce n'est pas une poubelle qui va écouter vos problèmes. Bon, ça c'est en parenthèse, je continue. Ce problème des douleurs émotionnelles, des blessures, parce que les autres ne savent pas nous apprécier pour tout ce qu'on donne, ils vont avoir une racine que dans l'enfance, il y avait un abus, que c'est verbal, que c'est des attouchements, que c'est un traumatisme quelconque, et c'est lui qui va mettre en marche ce problème de codépendance. Les gens dominants sont, je pense, très dangereux, entre guillemets. Ils sont très dangereux. Encore une fois, je m'adresse à tous. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, il ne faut pas que vous jugez encore pire. Il faut prendre conscience. C'est tout. C'est que les gens qui sont dominants, parce qu'ils ont vécu des blessures, ils vont être au départ subdominants. Ils vont être comme des chats. Alors, dans des couples, quand ils vont voir le conjoint, oui, mon chéri, oui, tout ce que tu dis, comme tu veux, mais bien sûr, je suis là pour toi, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Alors, les dominants ici sont dangereux parce qu'ils vont jouer un rôle de subdominant. Et ils vont faire un effet comme s'il y a un échange dans cette relation. Et en force de donner l'affection extra plus à son conjoint, ils vont devenir comme un virus. Qu'est-ce qu'un virus il fait quand il touche un autre? Il va causer l'autre devenir malade. Les codépendants dominants, ils sont capables maintenant de faire quelque chose où ils vont mettre l'autre qui n'était pas dans un problème, dans un déséquilibre de codépendance, ils veulent le tourner, ils veulent le créer, le codépendant subdominant. Et comment ils vont faire ça? Ils vont d'abord donner une expansion d'amour, d'attention. Tout est bien, tout roule. Et l'autre qui va s'habituer à avoir un amour qu'il ne connaît pas, il va être tellement époustouflé par cet amour. Et une fois qu'il devient époustouflé par cet amour, il va avoir peur maintenant de perdre cet amour. Et comme il va avoir peur de perdre cet amour, il va se mettre maintenant en subdominance codépendant du codépendant dominant. Et ce qu'il va faire, ce codépendant dominant, parce que rappelez-vous, la codépendance est un besoin. C'est vraiment comme une maladie. C'est une dépendance comme à une drogue pour gagner une place, pour gagner une valeur. Et pour cela, on va faire, en fait, c'est une manipulation très dangereuse. C'est inconscient, mais ça se passe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour regagner leur position de dominance? Ils vont un jour, sans aucune raison, couper une relation. Ils vont dire à l'autre, et ça vous entendez plein des histoires, des jeunes qui se met en chidour, et j'en ai vu ici, il ne manque pas. Et une semaine, 2 semaines,
Avant le mariage, le khatan, il lui dit, écoute, c'est pas ce que j'ai cru, c'est pas ça, laisse tomber. Il se tournait pas. Et quand ils vont partir, et ça se passe aussi avec des amis, il y a un qui va commencer tellement à s'habituer, une amie qui va s'habituer à son ami, d'accord, dans un séminaire, elle devient comme des sœurs, on est des sœurs, on partage tout. Et en fait, quand elle va se mettre dans la position de subdominance de la faiblesse, l'autre, elle va sentir la force, elle va sentir la valeur, elle va se dire, ah ben non, toi tu n'es pas l'ami que je cherchais, elle va se tourner, elle va partir, et l'autre qui est en dominance, elle s'écroule, elle tombe. Et sachez combien de gens souffrent à cause de ça. Je n'ai vu une fois une jeune femme, son chidour, il a quitté un mois, même pas, je crois une semaine avant le mariage. Le jour au lendemain, elle est venue, elle a dit, laisse tomber, il n'y a rien. Et elle, alors lui, il lui a joué le prince charmant, des fleurs, l'amour, des rêves. D'ailleurs, c'est de France, de Paris, cette histoire, c'est pas d'ici. Donc, il lui a vraiment, elle lui a donné une sensation d'être une princesse. Mais une fois qu'elle est arrivée au point où elle est devenue dépendante de lui, où maintenant il a compris qu'elle était attachée à lui, simplement, les dominants, ils vont ouvrir pour que l'autre y tombe. Parce que ça va leur donner maintenant une sensation de force, une sensation de supériorité, une sensation que eux maintenant, ils sont ceux qui dominent, ils n'ont pas besoin d'être dépendants des autres. Mais ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer un petit temps, jusqu'à que cette codépendance se remet en marche, parce que lui, la base de la codépendance, c'est une mauvaise image de soi, c'est comme moi, ma propre valeur dans mon propre miroir. Donc cette personne maintenant, elle va commencer à tomber jusqu'à qu'il va retrouver un autre, je m'excuse, un autre entre guillemets victime, et c'est pas voulu. Il va chercher quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui cherche. Il va trouver une personne, si c'est un homme, il va trouver une femme qui est forte, un homme qui est un vrai mensch, un vrai mec. Et au départ, tous les garçons sont très forts. Ils sont bien sur leur place. Ils parlent comme des vrais hommes. Mais doucement, à force de recevoir, ils vont s'adoucir parce que l'amour, l'affection, elle ramollit. Et ils vont commencer à tomber. Ils vont oublier leur point de départ. Et l'autre dominant, il va retrouver sa valeur, mais pas à travers ce que l'autre lui a donné. Il va retrouver la valeur parce que lui, il est capable, en effet, d'écraser, d'étouffer un autre. Dans la tête consciente d'un dominant, il ne va pas se faire que... Il ne va pas penser vraiment, ce n'est pas méchantiasse, c'est vraiment un problème. C'est déjà, mais si c'est voulu, c'est méchant. Eux, ils vont traduire ça, mais j'ai pas d'amour. Il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas de connexion, j'ai cru, c'était une attirance, c'était un attachement, c'était, on va dire plein de choses. Mais en effet, on va se rendre compte ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'amour. Alors que ce n'était pas vrai. C'est eux qui ont donné tout l'amour vers l'autre, mais ils vont se convaincre qu'ils ont fait ça, mais ce n'était pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que l'autre, comme il n'est plus maintenant en dominance, et que le codépendant devient dominant, il va lâcher, et du jour au lendemain, il va même dire bonjour et part. Donc, cette douleur émotionnelle et cette sensation d'être blessé quand les autres ne vont pas
apprécier vraiment ce que vous faites pour eux, ça vient parce que vous êtes un codépendant. Parce que vous ne l'avez pas fait pour vous, vous l'avez fait pour l'autre personne. Un autre truc de codépendance, je crois qui est important, c'est que les codépendants, ils ont difficile de faire confiance en soi-même. Et ça, c'est un grand problème, parce que le mot confiance en soi, c'est un cliché utilisé énormément aujourd'hui. Je dis toujours dans mes traitements, comment je peux être confiant en moi si je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes et si je ne sais pas ce qui se passe derrière ce mur et je ne sais pas rien, je ne sais ce qui est dans ma tête, mais est-ce que ça c'est une confiance? La confiance, ben imaginez vous tous ici que je vous donne maintenant, bon c'est une blague, hein, Blitneder, 12 millions d'euros chacun dans son compte. Déjà, cette soirée, vous allez parler avec beaucoup de confiance avec chacun. Pourquoi? Parce que la confiance en soi vient avec une sensation d'être protégé par quelque chose ou quelqu'un. Alors, quelqu'un qui est attaché à Kadesh Baruch Hu, qui est en codépendance, si Dieu veut, avec Kadesh Baruch Hu, subdominante, alors lui, il ne va pas avoir peur des autres parce qu'il dit Hachem me protège. Donc, je n'ai pas peur. Mais dans les relations entre eux, qu'est-ce que ça veut dire confiance? C'est que je vais avoir peur de faire des fautes, parce que les fautes que je vais faire, ça veut dire que moi je suis une faute. Si moi je suis une faute, alors comprenez que je ne peux pas me permettre de faire des fautes. Donc là, les dominants vont avoir un terrain pour construire maintenant un petit côté manipulateur, un petit côté qui va travailler sur les pervers narcissiques. Et un pervers narcissique, il ne va pas pouvoir se permettre de faire des fautes. Et parce qu'il ne peut pas se permettre de faire des fautes, il ne va pas permettre les autres de voir qu'eux, ils sont une faute, qu'eux, ils font les fautes. Alors, comment ils vont faire ces autres? Ils vont commencer maintenant tout un système de contrôle. Et en fait, même les pervers narcissiques, vous sachez, et c'est vraiment un désordre terrible, parce qu'ils sont dépendants, ils sont en codépendance, mais dominante, d'avoir leur place en faisant que les autres vont leur dire qu'eux, ils sont supérieurs et qu'eux, ils sont bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'engager à montrer les fautes des autres. Ils vont s'engager de faire que les autres ne sont pas à leur place, que les autres ne font pas comme il faut. Ils deviennent je les appelle, des samouraïs. Je rigole parce que j'étais une fois à Tel Aviv, j'ai une famille bien située, ils avaient un super grand appart, et je suis venu faire un traitement, et j'entre là-dedans, et je vois le costume d'un samouraï, vrai. Et je dis au maître de la maison, je dis, ce samouraï, c'est vrai, cet habit, tout ça. Elle dit, ouais, c'est de 1800, je sais pas quoi, c'est un vrai truc. Il y a le sabre, il y a le casque avec tout ce qu'il y a, avec les samouraïs. Et en rigolant, je lui dis, il est où le samouraï? Et il me dit, ah, le samouraï, il est dans les toilettes. J'ai cru qu'il a rigolé. C'est une blague juive. Alors j'ai rigolé, j'ai fait le traitement là-bas. Et en sortant, bien sûr, parce que j'ai un trajet pour rentrer de Tel Aviv à Jérusalem, je dis, je peux utiliser les toilettes, s'il vous plaît? Elle dit, oui, s'il vous plaît. J'entre dans les toilettes, dans un carré en verre, il y a un crâne, un vrai crâne humain, illuminé, dans les toilettes. Et j'ai compris, en fait, que ça, c'est la tête du samouraï. Le pauvre, il ne savait pas où il va finir. Bon, j'imagine que lui était aussi codépendant. Bon, alors,
Ce problème de faute, c'est un grand truc. Et je vous dis à tous ceux qui étaient dans des relations avec les codépendants dominants, qui vont jouer l'amour, ils ne vont pas jouer, attention, je me répète, et je veux vraiment corriger ce que je dis, parce qu'ils ne font pas exprès. C'est un désordre. Si vous êtes dans une relation, ou vous étiez dans une relation, où vous avez donné tout pour montrer à quel point cette relation elle est importante, et que ce autre personne, elle n'a pas pu vous accepter dans vos fautes, dans les choses où vous n'êtes pas vraiment parfait, ils vont vous quitter à cause de ça. Je viens vous dire une chose, ce n'est pas votre faute, c'est parce que c'est des gens qui ont subi des traumatismes et ça n'a rien à voir avec vous. Si vous trouvez que vous avez fait une faute, faites teshuva. Il faut toujours vérifier qu'est-ce que je peux améliorer, mais ce n'est pas votre faute. Les codépendants qui sont dans la dominance, ils le feront une fois, 2 fois, 3 fois, avec ici, avec là-bas et avec un autre. J'ai connu une personne qui était mariée pendant très longtemps avec son conjoint. Le conjoint ne mettait aucune attention à sa femme. Il partait, il venait, il faisait ce qu'il veut. Il vivait sa vie vraiment tranquille. Elle n'a pas quitté. Et elle souffrait parce qu'elle avait peur de quitter une relation. Mais attention, le jour où ce partenaire, il est venu, il s'est mis dans la position subdominante. Et il a commencé à demander, bon, il a fait pas mal de fautes, hein, je ne juge personne, mais il a commencé à demander pour la Mechila et qu'il a vraiment essayé de maintenant, il a compris l'importance de la relation, donc il est descendu dans la subdominance. L'autre, qui était le codépendant dominant, il a senti, ça y est, elle a divorcé tout de suite. Une autre chose qui est dangereux dans les codépendances, c'est la peur que tout seul je ne pourrais pas survivre. Et c'est très dangereux ici. Parce que si je ne peux pas survivre tout seul, alors comment je vais entrer comment je peux entrer dans un conflit? Comment je peux présenter mon vrai soi? Et sachez une chose, que les codépendants, ils vont avoir une directive. Et encore une fois, pas voulu, inconsciemment, mais ils vont le faire. Ils vont conditionner son partenaire que si tu ne penses pas comme moi, donc tu n'es pas fait pour moi. Donc je te quitte. Si on ne pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes valeurs, donc c'est fini. Et là, c'est très dangereux. Parce que les gens qui sont subdominance, ils vont commencer à s'effacer complètement. Un autre truc qui est très important ici, c'est que en force de donner aux autres et en force de s'occuper des besoins des autres, on va perdre en effet une très importante chose, c'est qu'on va oublier à s'écouter, à s'entendre nous-mêmes et comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que moi je suis,
qu'est-ce que moi vraiment je pense? Alors ici, je veux proposer une petite solution pour les jeunes, pour les couples, parce qu'il peut se faire que vous ayez trouvé, que vous vivez avec quelqu'un qui est codépendant. Si un codépendant, il vient, il commence à demander de vous de changer votre aspect, soyez toujours prêts à savoir que la vérité est celle qui va gagner. La vérité, elle est dure, mais c'est la vérité. La vérité, elle construit des vraies relations parce que les gens vont se connaître vraiment. Et la vérité, elle est que le conjoint, s'il vous aime, un ami, s'il veut vraiment être votre ami, le travail, si c'est vraiment un bon travail pour moi, il va me permettre que moi, je puisse me développer autant que je suis moi-même et pas pour plaire ou être à leur expectation. Et si celui-ci n'est pas possible, donc vous êtes dans une relation toxique avec vous-même, bien sûr avec les autres. Mais la vraie relation toxique qui est compliquée chez nous, c'est accepter. Et sachez que quand on travaille dans les midotes, très souvent quand on dit qu'il faut travailler sur ces comportements, on va croire que les comportements, c'est la capacité d'accepter, d'être gentil, d'aider à quelqu'un, c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est des bonnes midotes. Mais il y a une mida aussi qui est compliquée. Je crois la plus difficile à travailler. C'est que, imaginez, vous avez un voisin, bon ça c'est qu'en Israël, je ne crois pas en France ça se passe, il va mettre des poubelles devant la porte. Et tout le foyer, il pue. Maintenant, ici en Israël, ce n'est pas un voisin, c'est un policier, c'est un phare, va lui taper à la porte et lui dire mais c'est quoi ces poubelles? On n'est pas d'accord. Même qu'ici, les gens, ils n'ont pas tellement peur. Mais il va se faire un truc où maintenant, j'ai un problème. Je suis un gentil, je suis un religieux, je ne sais pas faire du boxe. Je sais être en gentillesse, aider les autres. Et je commence à prier à Hachem. Ah, Hachem, fais que le voisin il soit plus gentil, qu'il soit plus en bonheur. C'est impossible de vivre avec un voisin comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu? Tu t'es trompé. Ce voisin-là, il ne devrait pas être comme ça. Ce voisin, il aurait dû être comme moi. Donc tu t'es trompé. Et en fait, là, on est en train d'ouvrir des comptes, des mauvais comptes avec Kadosh Baruch Hu. Et là-dedans, le travail, il est la Torah la plus haute, elle s'appelle la Kabbalah. Accepter. Est-ce que je peux accepter qu'il y a une raison pourquoi il est comme ça? De l'accepter comme il est. Les vrais couples, ils vont toujours avoir un système où les deux sont différents, ces deux caractères, mais la connexion entre eux va être qu'un va soutenir l'autre et l'autre va soutenir le premier dans sa façon qu'il est. Il va respecter cette façon. Parce que si je sais que l'autre, le conjoint, il n'est pas comme moi, ça veut dire qu'il est soi-même. Il peut être. Mais si l'autre devient comme moi, il va plus fleurir. Il va tomber, il va s'écraser. Si je l'aime vraiment, je ne veux pas qu'il tombe. Je veux qu'il réussisse. Je veux le pousser d'aller vers le haut. Le vrai conjoint, le vrai ami, va aider son ami à côté d'être un meilleur élève, d'être une meilleure personne. Donc comment arriver d'abord à me comprendre moi-même, à m'entendre? Eh bien c'est, entre guillemets, très simple. Je propose ici d'abord de définir très clair quelles sont les choses qui vous font plaisir à vous-même. Quelles sont les choses qui vous font rigoler vous? Quelles sont les choses qui vous donnent envie de vivre encore un jour?
Et encore une fois, ces choses sont vraies pour vous, pas pour moi. Si je suis clair avec moi-même que moi, je travaille dans une fréquence, je peux accepter que les autres, ils ont le droit de fonctionner dans une autre fréquence complètement. La pire des choses que je peux faire, c'est essayer d'abattre mon être pour l'autre, parce que là, j'existe plus et je ne peux plus fleurir. Encore quelques minutes qu'on a, on a encore 5 minutes. Sachez une chose, que cette confiance en soi, cette compréhension de soi, est aussi comme un virus. Parce que quand vous êtes clair avec vous-même, s'il y a un conjoint qui vous quitte parce que vous n'êtes pas selon son idée de ce que le monde devrait être, de ce que les gens devraient être, soyez confiant en vous. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils vont vous respecter. Ils vont vous respecter parce que vous allez présenter votre vrai soi. Et parce que vous allez présenter votre vrai soi, ils vont tourner vers vous. Je vous raconte une histoire, pour finir. Une belle histoire. Il y a dans la Gemara Shabbat, il raconte là-bas qu'il y avait la femme d'un César là-bas, on ne me rappelle plus lequel c'était, qui a compris, dans sa folie, que l'âme Israël, on ne peut pas le détruire, il est trop fort. C'est une histoire qui a été au temps de Rabbi Akiva. Et il a compris, le César, que si un rave ou quelqu'un qui est spirituel, qui a une valeur spirituelle dans un peuple, surtout dans le Ham Israël, il tombe dans une faute grave, une protection qui va disparaître de ce peuple. Et il a compris que Rabbi Akiva, il est dangereux. Donc il a dit à sa femme, qui était Miss Argentine ou je ne sais pas de quoi, une belle fille, si c'est rigolo de voir la différence entre les hommes et les femmes, parce que un rave qui a raconté cette histoire dans les shivas où j'étudiais à Midrash Faradi à Eratika, ici, dans la vieille ville, elle était belle comme une bouteille de coca. Alors nous, les hommes, on fonctionne avec des formes, donc on va la bouteille de coca. Et quand j'avais raconté ça à une fille à l'époque, elle a dit, elle était dégueulasse. Je dis, pourquoi? Elle a vu la coca de 1,5 litre. Bon, c'est pas grave. Alors, il envoie sa femme. Et sa femme, elle vient, elle trouve la ville où est Rabbi Akiva. Elle demande où se trouve Rabbi Akiva. Ils lui disent, voilà, là-bas. Elle entre chez Rabbi Akiva, habillée bien modeste, comme il faut, comme tous les filles modestes de Rome. Elle se met devant lui. Elle dit rien. Rabbi Akiva, elle était en train d'étudier. Il la regarde. Il pleure. Non, pardon. Il rigole. Il pleure. Et il repart. Et il ne fait plus attention à elle. Elle voit que Rabbi Akiva ne s'occupe plus d'elle. Il lui dit, mais tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as regardé, tu as rigolé, tu as pleuré, tu as rigolé, et après, maintenant tu ne fais plus attention à moi. Tu peux m'expliquer? Il dit, oui, c'est très simple. Quand je t'ai vu, j'ai compris pourquoi tu es vu, pourquoi tu es venu. Et j'ai fait le compte jusqu'à où le mal il aurait été sur l'âme Israël si moi vraiment j'aurais été allé selon ce que toi tu voulais faire. J'ai rigolé parce que quand même je suis Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Et maintenant j'ai plus de temps, je dois étudier, dégage. Cette femme, elle est rentrée chez le César. Elle était tellement bouleversée par Rabbi Akiva. Elle a divorcé le César. Et d'ailleurs, elle est partie, c'était une des femmes de Rabbi Akiva. Elle a converti. Elle est devenue une femme tsanoua. Et c'est une de ses femmes. Je dis jusqu'où ça va d'être en accord avec soi-même. Et jusqu'où ça va aller de faire attention de ses codépendances.
La codépendance doit être avec Kadosh Baruch Hu, de ne pas blesser Kadosh Baruch Hu, de ne pas blesser avec des fautes Hachem, qu'Hachem lui-même, j'ai besoin de cet amour, j'ai besoin d'être à sa volonté. Et cette codépendance, je vous demande 100%, 150%. Mais avec les êtres humains, faites attention. Les gens vont vous aimer et vont vous admirer parce que vous êtes différent que les autres et pas parce que vous êtes comme les autres. Alors encore une fois, ce que je voulais dire, c'est très simple, apprendre à se écouter, à se connaître, à se comprendre pour vraiment pouvoir se connecter à l'autrui, parce que ça c'est le préalable, secours, et qu'est-ce que vous devrez faire avant de même y commencer une relation amicale avec quelqu'un d'autre. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre temps. Et encore une fois, ce cours, il est vraiment les Shem Shamaim, il est le Zchut Klal Israël. Il n'est pas là pour, il n'y a aucun profit, je vous donne de mon temps. Et j'espère qu'on va pouvoir vraiment passer un message à plein de gens pour commencer doucement à construire leur foyer eux-mêmes, parce que ça c'est aussi une relation, moi-même, avec moi-même, et construire aussi des relations qui sont basées sur un émet, sur une vérité avec les enfants. Et je ne veux pas vous promettre, parce qu'on n'a pas le droit de promettre, mais vous allez voir des résultats extraordinaires. Les gens vont vous parler différemment parce qu'ils vont parler avec vous et ils ne vont pas se parler dans un miroir pour une raison très simple, c'est que si moi, je suis un miroir de vous et que vous ne vous aimez pas, c'est évident que vous n'allez pas m'aimer. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée à tous.